La première fois que je suis rentré en interaction avec un mystère d'internet, c'était 11BX1371. J'étais assez jeune, je devais avoir genre 12-13 ans, et je me rappelle que ça m'avait réellement perturbé. Bon, cette vidéo est aujourd'hui extrêmement connue, et il est acté qu'il s'agissait d'un projet d'art. Certes cryptique, certes perturbant, mais un projet d'art tout de même. Cela m'a rapidement fait prendre conscience qu'Internet avait le pouvoir de nous plonger au cœur d'histoires mystérieuses, nous dépassant alors complètement. La vérité, c'est que je n'ai jamais réussi à me détacher de ce frisson que me procuraient certaines énigmes d'Internet et leur côté perturbant. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui de me suivre au cœur de ces quelques mystères d'Internet qui m'ont particulièrement perturbé ces dernières années. Le terme Skulky Notes fait référence à un mystère extrêmement étrange et en réalité assez récent. Tout commence en 2019 lorsqu'un utilisateur de Reddit poste ceci sur le subreddit r/whatthefuck. Il relate dans son post avoir trouvé en se baladant dans les bois cette petite note sur papier enveloppée dans une couche de plastique protectrice. Ça aurait pu rester une curiosité de Reddit parmi tant d'autres, mais le fait est que cette note ne sera de très loin pas la dernière. Prenons par exemple l'exemple d'un utilisateur en ayant trouvé une accrochée à une veste qu'il venait d'acheter dans un magasin Cabela. Et pour suivre, de plus en plus d'internautes affirmeront avoir trouvé des morceaux de papier similaires, et ce dans des situations tout à fait variées, comme dans des produits alimentaires. Ce phénomène finira par être appelé Skulky Notes, du fait que la quasi-totalité de ces petites notes a été trouvée dans la région de Schuylkill en Pennsylvanie. Bon, maintenant vous avez probablement remarqué que l'on n'a pas encore évoqué leur contenu, qui est réellement troublant. En fait, il s'agit de messages complotistes et écrits de la manière la plus cryptique qui soit. Concrètement, les messages sont à moitié codés et ils contiennent une quantité faramineuse d'abréviations. À ce propos, je vous mettrai en description un lien Reddit contenant un post dans lequel un utilisateur a décodé le gros du message. Il en existe d'ailleurs plusieurs variantes et elles vont toutes dans l'ensemble aborder des sujets tels que le nouvel ordre mondial et autres théories portant sur les puissants de ce monde, tout en impliquant dans leur théorie des marques et autres éléments de la pop culture comme par exemple le Seigneur des Anneaux. Maintenant, je vais vous donner un fait un peu badant. Vous vous rappelez, il y a quelques instants, je vous ai dit que certaines personnes avaient trouvé ces notes dans des produits alimentaires. Le truc un peu flippant que je vous ai pas mentionné, c'est qu'ils l'ont trouvé à l'intérieur de la partie scellée du produit. Prenons par exemple le cas d'un individu du nom de Joe Miller, qui a eu la surprise de découvrir une Skulky Note à l'intérieur du sachet plastique de ses céréales. Cela l'a d'ailleurs tellement perturbé qu'il passera même à la télévision pour en parler. À la suite de quoi, de nombreuses personnes finiront par écrire aux forces de l'ordre. Parce que oui, au-delà d'être vraiment étrange et perturbé, c'est aussi profondément illégal. Et ce, pour des raisons sanitaires assez évidentes. Ceci dit, au fil du temps, de plus en plus d'individus finiront par retrouver ces morceaux de papier en extérieur, comme par exemple un internaute qui affirmera en avoir trouvé un au Grand Canyon de Pennsylvanie, ce qui pourrait potentiellement indiquer un changement de stratégie de la part de l'individu déposant ces notes. Maintenant, pourquoi et comment l'individu dépose-t-il ces notes ? Une possibilité qui est passée par la tête de beaucoup de gens, c'est évidemment celle de l'ARG. Bon, maintenant, je vais être très honnête avec vous, j'y crois pas trop. Est-ce qu'un individu enfreindrait la loi avec, semble-t-il, tant de conviction déjà pour une simple ARG, et au-delà de ça, pour ne même pas la développer à partir du moment où elle devient virale ? Bon, en soi, il y a quand même des doutes sur une certaine partie de ces notes. Tout simplement parce qu'elles ont été trouvées bien trop loin de la région de Schuylkill où sont apparues les premières. Mais même si des notes ont été retrouvées bien loin de cette région, ça n'explique absolument pas ce qui s'est passé avant. Sinon, il se pourrait que la raison de tout cela soit bien plus triste. Effectivement, on pourrait très bien être en face d'un individu psychotique, écrivant ses notes de manière frénétique dans un moment d'instabilité. Il y a vraiment quelque chose de nerveux, de frénétique dans la manière dont les notes sont écrites. Il est aussi tout à fait possible que l'on ait juste affaire à un individu complètement matrixé. Je pense sincèrement que ces deux options sont relativement plausibles. Il est donc tout à fait probable que l'individu en question ait tout simplement acheté les produits pour ensuite les préparer chez lui en les refermant avec l'outil adapté avant de venir les remettre discrètement en magasin. On est en 2015, lorsqu'un utilisateur habitant à Salt Lake City en Utah
poste sur le subreddit dédié à sa ville. Il dépeint dans son post un bâtiment à l'allure des plus étranges et explique qu'il s'agit théoriquement d'une garderie. Voilà donc la raison de son post. Il affirme ne jamais y avoir vu ne serait-ce qu'un seul enfant, comme si le bâtiment servait de couverture pour cacher quelque chose d'autre. Et effectivement, sur toutes les vidéos ou photos du bâtiment, tout semble absolument désert. Et au-delà de ça, on ne peut réellement pas mettre de côté l'aspect bizarre du bâtiment, qui semble réellement sorti de l'étage le plus étrange des backrooms. Bref, le bâtiment a vraiment un aspect liminal très particulier. Les théories vont fuser, et cela étant aussi amplifié par le fait que les fenêtres du bâtiment semblent tapissées de dessins d'enfants, et ce, de l'intérieur. Ce qui est extrêmement bizarre du fait que l'OP affirme ne jamais y avoir vu d'enfants. Et au-delà de ça, pourquoi autant tenter de dissimuler ce qu'il se passe à l'intérieur ? L'OP obtiendra de nombreuses réponses à son poste. Il y a par exemple réellement un utilisateur qui y aurait vu quelques enfants, tandis qu'un autre affirme être facteur, qu'il s'est dès lors déjà rendu à l'intérieur du bâtiment, mais qu'il n'y a jamais vu d'enfant pour, je cite, « c'est toujours l'heure de la sieste ». Certains comptes sur Reddit tenteront quant à eux réellement de défendre l'établissement, mais cela ne fera que mettre de l'huile sur le feu lorsqu'un utilisateur fera remarquer que tous ces comptes avaient été créés dans les dernières 15 heures. Ceci dit, les enquêteurs d'internet finiront réellement par trouver des plaintes concernant l'établissement et semblant effectivement évoquer une garderie. Dans ces plaintes, on retrouve notamment le fait qu'un gosse aurait été laissé dehors sans surveillance durant plus de 4 minutes, que certains enfants se seraient fait hurler dessus, ou encore que le directeur ne serait même pas légalement agréé. D'ailleurs, une personne affirme que la direction aurait changé aux alentours de 2006, passant alors d'un personnel impliqué à un personnel négligent et abusif. Cela ne calmera en rien les internautes, surtout que certaines personnes s'étant intéressées à l'affaire affirmeront avoir reçu des messages extrêmement menaçants en privé, ce qui aurait notamment été le cas de l'OP. Bref, au fil du temps, les théories ne vont faire qu'escalader et partir bien trop loin. Certaines personnes évoquant du trafic de drogue ou même carrément du trafic sexuel. Tout ça va réellement causer une sorte de panique morale et les gens vont se mettre à se comporter comme des stalkers dégénérés errant autour du bâtiment afin de prendre des photos de son intérieur. Et ce évidemment sans théorie fondée et encore moins de preuves tangibles. Effectivement, certaines personnes sur Reddit diront réellement voir des gens tourner autour du bâtiment toute la journée de manière hyper creepy. Néanmoins, malgré ce que je viens de dire, il y a tout de même une photo prise par un internaute que je me dois de vous montrer, tout simplement parce qu'elle pourrait bien comporter la clé de notre mystère. Et pour évoquer cette dernière théorie, je me dois de créditer le youtubeur Caleb Finn, qui a développé cette théorie dans une vidéo où il évoque le sujet. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas parvenu à trouver la source originelle et qu'il pourrait dès lors s'agir que d'une théorie de plus. Vous voyez donc à l'écran une photo de l'intérieur du bâtiment sur laquelle on peut observer une dame d'un certain âge. Eh bien, sachez qu'elle pourrait bien être la clé de notre mystère. En effet, jusqu'en 2023, année de son décès, on retrouvait à la direction du lieu un homme du nom de Richard Diocom. Et je me dois donc de revenir sur l'un des arguments ayant initié beaucoup de théories. Au vu du nombre d'enfants semblant fréquenter la garderie, comment pourrait-il entretenir un bâtiment d'une si grande taille tout en étant rentable ? La réponse serait assez simple, il ne le serait pas, et ce depuis bien longtemps. Richard Diocom aurait continué à faire fonctionner le bâtiment, et ce à perte, pour laisser quelque chose à faire à sa mère, se faisant de plus en plus âgée. Sa mère qui pourrait donc bien être la femme de la photo. Bref, il semblait bien là s'agir d'une garderie depuis le début, et finalement, le comportement des gens ayant réellement pensé faire le bien est devenu bien plus angoissant que le post initial de l'OP. Là, on plonge dans un mystère totalement irrésolu, portant sur l'une des vidéos YouTube les plus troublantes de la plateforme. Avant tout, je me dois de vous donner un peu de contexte. La vidéo n'est pas originaire de YouTube. Il s'agirait en réalité d'une VHS ayant été tournée aux alentours de 1990. Et sachez qu'encore aujourd'hui, cette vidéo fait énormément débat pour des raisons qui vont très rapidement vous paraître évidentes. Now, so what you do is you grab it around here. You grab it here and peel it back like that. Okay, peel it back, right, and then it'll pull off. It'll make a disgusting sound.
So let's say it's someone important, right? All right, so you take a sample of the mustache. Ce que vous venez de voir, c'est absolument ce que vous pensez. Il s'agit bien d'un homme expliquant tel un tutoriel comment piller des tombes, nettoyer les restes humains avant de les revendre au marché noir. Tout ça était déjà très perturbant, mais il joue aussi avec un crâne pendant la vidéo dont il va se servir pour illustrer ses méthodes. Il développera ensuite sur les précautions à prendre pour s'adonner à ce type d'activité, comme par exemple lorsqu'il dit de tabasser les potentiels témoins jusqu'à être certain qu'ils ne se rappelleront pas de ce qu'ils ont vu. Never leave witnesses. If you have to knock them out so that way they think it's a dream. It's best not to kill, but if it's necessary, do it. Comme vous pouvez le voir, Grave Robbins for Morons n'est en rien cryptique. Il explique tout de la manière la plus froide et compréhensible qui soit. Tout ça dure plus de 26 minutes. 26 minutes où il explique comment devenir un pilleur d'ossements. 26 minutes à la suite de quoi il expliquera que son prochain coup à lui et ses potes est de s'attaquer à la tombe du magicien Harry Houdini. La vidéo a vraiment une atmosphère très particulière et nous amène évidemment à de nombreuses questions. Déjà, est-ce que c'est fake ? Il est tout à fait possible qu'il s'agisse juste ici d'individus edgy cherchant à se faire remarquer. Néanmoins, le crâne est particulièrement réaliste et à une époque où se procurer un faux crâne d'une telle qualité était encore bien plus complexe que maintenant. Et de plus, la vente d'os humains existe bel et bien et semble être assez prolifique. La vidéo peut tout à fait être vraie. Mais pour suivre, qu'est-ce que l'on sait de cette vidéo ? Déjà, elle aurait été conçue après 1989, tout simplement car il y figure un magazine d'horreur sorti à cette période. Ensuite, sa première apparition en ligne daterait de 2003, où elle serait apparue sur un shock site spécialisé dans les VHS. Elle sera ensuite retrouvée sur une mixtape d'horreur du nom de Ensuring Your Place in Hell, qui contenait 4 vidéos du style. Ceci dit, cette compilation daterait de 2009, et il s'agirait juste d'un DVD, compilant des VHS perturbantes. Aucune piste ne peut être tirée de ce côté-là. Et pour continuer avec notre enquête, il est fort possible que l'individu en question soit originaire de New York ou de ses alentours. Tout simplement car il prévoit, avec ses potes comme je l'ai dit précédemment, de piller la tombe d'Harry Houdini, alors enterré dans l'état de New York. Et selon de nombreux internautes, son accent pourrait tout à fait correspondre. Et c'est probablement l'identité de cet individu qui nous intéresse le plus. Bon, c'est un cas assez complexe, car il date vraiment et pas mal de conclusions hâtives ont été tirées au fil du temps. Les théories sont d'ailleurs assez nombreuses et à ce propos, je me dois de créditer un post Reddit dans lequel un utilisateur a compilé toutes les données que l'on avait sur l'affaire ainsi que leurs sources. La première théorie concernerait un individu du nom d'Anthony Casamissima à cause d'une séquence se situant vers la fin de la vidéo. Okay, this was made by Anthony. Well, as a matter of fact, let's forget the last name. Mais cette théorie sera rapidement débunkée. Il s'agissait effectivement d'un pilleur de tombes, mais il volait des objets et non des ossements. Il avait aussi plus de 30 ans au moment présumé de cette vidéo, alors que l'individu en question dans la vidéo n'a probablement même pas la vingtaine. Bref, il est juste possible qu'il ait évoqué ce nom par appréciation pour ce dernier, simple référence ou réelle coïncidence, mais l'individu en question n'est pas Anthony Casamissima. Une autre théorie vise un individu du nom de Christopher Bouchier, mais cette théorie n'a aucun autre sens que le simple fait qu'il ait, à une période, distribué cette VHS sur son site. Il n'a dès lors aucun rapport avec la création de cette vidéo. Je suivrai donc avec une théorie qui est quant à elle bien plus intéressante. Elle semble cohérente, mais malheureusement, aucune autre source qu'un individu s'exprimant dans un commentaire YouTube n'a pu être trouvée. Le type qui a pillé les tombes est originaire de Red Hook, Brooklyn, et se fait appeler Screw. Il est mort depuis près de 20 ans et il vendait des os à des Ounians à Sheepshead Bay. Je suis surpris que personne ne soit au courant, alors que c'est de notoriété publique. Tout le monde autour de moi le sait. Je suis originaire d'Ozone Park et au début des années 90, lorsque j'étais adolescent, on parlait beaucoup de lui dans le quartier. Il était également propriétaire à l'époque d'un magasin de pièces détachées, films de contrebande, vêtements de contrefaçon, bref, tout y passait. C'est ainsi qu'il a reçu le surnom de Screw. Il arnaquait tout le monde. D'après ce que j'ai entendu, il a été retrouvé à Whitestone dans une benne à ordures près du pont, les genoux parallèles aux oreilles, penché en arrière dans le mauvais sens, la tête appuyée contre les oreilles.
Bon, celle-ci est assez flippante et elle donne réellement envie d'y croire, mais il nous reste 2 théories à aborder. Parlons maintenant d'un homme du nom de Craig A. Bradley, qui a aussi été mentionné. Il avait effectivement volé un crâne en 1995, mais un interview de ce dernier existe, et à part la forme de tête, rien ne nous permet d'émettre plus clair soupçon à son sujet. Les accents ne sont d'ailleurs même pas les mêmes. Cela nous amène dès lors à la dernière théorie, qui semble être la plus convaincante. On y dépeint un homme du nom de Matthias Frias, qui, en 1991, a été condamné pour avoir volé plusieurs crânes dans un cimetière new-yorkais. On retrouve sa trace en 2019 lorsque le même individu est arrêté pour violence domestique. Les âges matchent clairement et il s'agirait d'un individu ayant des problèmes mentaux. Cela va de soi, mais je vous prierai évidemment de ne chercher à contacter aucun de ces individus. Il est aussi fait mention lors de son arrestation en 91 qu'il serait membre de la secte Payo Mayombe, qui compte alors beau nombre d'adeptes dans la région de New York. Mais bon, il a beau s'agir là d'une théorie plus convaincante que les autres, il est tout à fait probable que l'individu en question n'ait juste jamais été identifié. Dovland, c'était une petite ville militaire du Wisconsin. Pourquoi était ? Tout simplement parce que la ville a littéralement disparu des radars. Elle n'apparaît plus sur aucune carte et son simple nom relève aujourd'hui de la légende urbaine. Ceci dit, beau nombre de choses différencient ce sujet des autres hoax trouvables sur internet. En effet, les gens semblent chez eux réellement posséder des tasses, t-shirts et autres objets souvenirs de la ville. À ce propos, voici une photo. Cette photo, elle aurait hypothétiquement été prise dans un restaurant de Dovland avant la disparition de la ville, ce qui en ferait aujourd'hui potentiellement l'un des derniers vestiges. Notons aussi qu'au-delà des objets souvenirs et de cette photo, la ville semble profondément ancrée dans l'esprit de certaines personnes. Je viens d'apprendre tout le bruit qui entoure Dovland, et je pense pouvoir apporter quelques précisions. Dovland était une petite ville du Wisconsin qui abritait de nombreuses familles de militaires. Mon père y a vécu pendant 1 an ou 2 et en a parlé de temps en temps. D'ailleurs, notez bien ce commentaire, on va le reprendre dans quelques instants. Il y a ceci dit plusieurs théories qui vont venir essayer d'expliquer la disparition de la ville, et je vous préviens, certaines sont relativement perturbantes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Sanguine ? Il s'agit d'un projet de la marine américaine qui visait en réalité à communiquer avec ses sous-marins immergés via de très faibles ondes radio. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous évoque cela ? Eh bien, tout simplement parce que selon certaines rumeurs, la ville de Dovland aurait uniquement été construite dans le but d'abriter ce projet. Ceci dit, le projet nécessitait une surface absolument faramineuse ainsi qu'une énorme antenne. Il finira donc par voir le jour ailleurs et dans des proportions plus petites. Maintenant, selon certaines personnes, il serait possible qu'un petit système similaire ait tout de même vu le jour à Dovland. À ce propos, vous vous rappelez peut-être du commentaire que je vous ai lu il y a quelques instants. Eh bien, sachez que je vous l'ai pas complètement lu, et la seconde partie portait justement sur ce projet Sanguine. La principale chose dont je me souviens, c'est qu'il s'agissait du projet Sanguine, au début des années 60. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un truc du genre X-Files, mais la ville a été détruite à la suite d'un incident. Je pensais qu'ils creusaient une tonne de terre pour quelque chose et qu'ils avaient inondé la ville ou quelque chose comme ça, mais c'est un souvenir de seconde main qui date d'il y a des années. C'est hyper étrange, non ? Bon, maintenant, sachez tout de même qu'il s'agit de l'une des théories principales. Un incident aurait rendu ces terres invivables et l'entièreté des habitants aurait immédiatement été évacuée. Notons tout de même qu'il existe une version bien plus sordide de la théorie qui essaye de développer le fait que la ville aurait été changée de dimension ou de réalité par le projet Sanguine. Bref, passons. Sinon, il y a évidemment la théorie du hoax qui se serait mélangée aux souvenirs de certaines personnes, leur donnant l'impression qu'ils ont connu cette ville. Et en soi, c'est tout à fait possible. Rien n'atteste la véracité de la photo du restaurant, et jamais personne n'a pris la parole publiquement pour évoquer l'existence de Dovland. Ceci dit, le doute persiste, et le doute profite toujours au mystère, et afin de semer le chaos une dernière fois dans vos cerveaux avec cette histoire, voici un commentaire particulièrement intéressant que j'ai trouvé sous une vidéo sur le sujet. Ma tante a vécu à Dovland lorsqu'elle était enfant, et selon elle, ce n'était pas une ville, mais une base militaire, et elle disait que son père creusait des tranchées et posait des tuyaux pour protéger les câbles. Malheureusement, elle et sa famille sont partis au début des années 1980, et elle n'a jamais su pourquoi ils creusaient des tranchées ou
proposait des tuyaux. La ville n'était pas une ville, mais elle était bien réelle. Les vidéos dashcam sur YouTube, c'est un vrai game. Il y en a des drôles, des assez troublantes, et d'autres qui se trouvent être réellement perturbantes. C'est évidemment d'une vidéo du troisième type dont je vais vous parler, et d'ailleurs, je peux vous la montrer. Elle est ni particulièrement graphique, ni particulièrement dure dans son audio comme une autre vidéo du type très connue dont je ne citerai pas le nom, et elle est aussi extrêmement courte. La voici. Voilà, c'est vraiment terrorisant et le problème à ce moment-là, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec cette vidéo. Aucune information ne peut en être extirpée afin de potentiellement savoir ce qu'il a pu advenir de cette voiture et de la personne la conduisant, même si, au vu de sa vitesse et de l'environnement, on imagine assez facilement la suite des événements. La scène prend place aux alentours de San Francisco le 30 décembre 2019 et a été filmée par une moto passant par là. Ceci dit, le destin a décidé de faire de cette balade au bord de la mer un événement bien plus traumatisant. La personne en question alertera de suite les autorités, mais malheureusement, les recherches seront assez vite interrompues en raison des conditions maritimes dangereuses à ce moment-là. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'aucune voiture n'a été retrouvée en bas de la falaise jusque-là. Il y a bien des traces de pneus au sommet de la falaise, là où la voiture a présumément chuté, mais absolument rien en bas. Lorsque les recherches reprendront, ils enverront des bateaux, hélicoptères et même des équipes de plongée, mais ils ne trouveront absolument rien, à part quelques débris n'ayant aucun rapport avec cet accident. Sans oublier le fait que les adjoints du shérif mentionnent aussi qu'aucun rapport de disparition pouvant correspondre n'a été fait, et encore moins d'une personne possédant un SUV verdâtre. Tout ça est beaucoup trop étrange. Cette voiture est un putain de fantôme, la personne se trouvera à l'intérieur aussi, et les enquêteurs commencèrent à se poser des questions sur la véracité de la vidéo et sur l'honnêteté de la personne ayant alerté les autorités. L'enquête semblait au point mort le plus total. Néanmoins, les personnes chargées d'investiguer l'affaire ne baisseront pas les bras du fait qu'aucune preuve de la non-véracité de la vidéo originale n'a été trouvée. De plus, la voiture a très bien pu être projetée dans la mer selon l'angle et la vitesse à laquelle elle a été projetée, l'emportant alors bien loin des côtes. Ils continueront aussi afin de permettre aux proches de la personne de tourner la page, et ils finiront par trouver des réponses à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Effectivement, plusieurs mois après la diffusion de la vidéo, un corps sera trouvé sur une plage environnante. Un corps sur lequel la police trouvera un permis de conduire, permettant alors de déterminer l'identité des restes humains. Il s'agissait en réalité d'une femme du nom de Tracy Sinclair, une habitante de San Francisco, à qui appartenait effectivement un SUV vert foncé. Elle conduisait sur cette route en direction du nord lorsqu'elle est tombée de la falaise le matin du 30 décembre 2019. La voiture n'a quant à elle jamais pu être retrouvée et restera probablement l'une des parties les plus mystérieuses de cette affaire. Et ceci sans oublier le fait que quelques mois auparavant, les autorités affirmaient n'avoir reçu aucun rapport de disparition correspondant. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous êtes resté jusque-là, je tiens aussi à vous remercier tout particulièrement. Vous avez peut-être aussi remarqué que c'est la première vidéo sur cette chaîne, et si vous avez donc des avis dont vous souhaitez me faire part, je vous invite à les mettre en commentaire et je les lirai vraiment avec la plus grande des considérations. N'hésitez pas par la même occasion à vous intéresser aux commentaires épinglés de cette vidéo, dans lequel je mettrai quelques sujets potentiels de futures vidéos. Voilà, donc s'il y en a certains que vous souhaitez voir en priorité, dites-le moi. Et sur ce, j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour un nouveau plongeon dans un coin sombre de notre monde.